Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire d'information. Exercice un peu particulier, on pouvait faire cet exercice en présentiel, mais pour des raisons d'agenda et dans le cadre de la procédure de recrutement qui a été repoussée d'un mois, j'ai le plaisir de passer ce temps avec vous pour vous donner le maximum d'informations sur ce projet de recrutement de conseillers en formation professionnelle pour l'année scolaire 2023-2024. On va passer un petit peu plus d'une heure ensemble, si vous en êtes d'accord, et ce qui me permettra d'aborder un certain nombre de points nécessaires pour connaître le métier, la procédure de recrutement, l'environnement dans lequel les conseillers en formation professionnelle seront amenés à travailler si vous entrez dans ce métier dans les années qui viennent. Alors, le métier de conseiller en formation professionnelle, petite information préalable, peut-être dans les documents que vous avez pu consulter ou les circulaires d'information sur ce projet de recrutement de conseillers en formation professionnelle font état d'une autre dénomination. Jusqu'à présent, on parlait de conseillers en formation continue au sein du réseau Éducation nationale. Aujourd'hui, le référentiel métier ayant évolué, on parle de ce métier sous un nouvel intitulé « conseiller en formation professionnelle ». J'aurai l'occasion au cours de ce temps de présentation de venir notamment expliquer un peu les points d'évolution du métier ou les nouveaux axes de travail aujourd'hui qui font que le métier s'est un peu élargi quant à ses conditions d'exercice au sein de l'Éducation nationale et de vous parler aujourd'hui du métier de conseiller en formation professionnelle. Conseiller en formation professionnelle, on le fait souvent après avoir exercé, soit au sein de l'Éducation nationale, soit dans des structures complètement autres. Donc l'origine des conseillers en formation continue ou des conseillers en formation professionnelle est diverse. En règle générale, on a tout de même un peu d'expérience professionnelle avant d'entrer dans le métier. Mais peu importe la typologie de métier, on peut s'appuyer sur cette expérience et valoriser ses compétences et décider de changer de métier à un moment. Ce que je vous propose de voir aujourd'hui, eh bien, il y a 5 ou 6 points sur lesquels je souhaiterais m'arrêter pour vous apporter peut-être un ensemble d'informations. On viendra dans un premier temps sur la formation professionnelle. Qu'est-ce que c'est ? En France, quels sont aujourd'hui les axes sur la formation professionnelle, comment elle se met en place, comment elle se développe, quels sont les interlocuteurs qui interviennent sur ce champ. Donc on prendra un petit peu de temps pour situer les choses aujourd'hui, mais avec un petit peu d'histoire sur l'évolution de la formation professionnelle en France. Dans un deuxième temps, on viendra un peu plus particulièrement sur le réseau Éducation nationale et le réseau formation tout au long de la vie pour situer un petit peu le contexte d'exercice du métier au sein de la structure Éducation nationale. Je prendrai un petit peu de temps aussi pour parler de l'environnement externe. Quels sont les partenaires, quels sont les interlocuteurs qui interviennent sur ce champ, quelle typologie de public vient demander nos services ou bénéficier de nos services, quels sont les partenaires institutionnels qui interviennent ou les partenaires financeurs qui interviennent dans le cadre de ce métier. Pour affiner un peu les choses, je viendrai sur un 4e axe qui sera peut-être un peu plus sur un focus sur notre réseau formation tout au long de la vie au sein de l'Académie de la Réunion et de vous donner quelques chiffres pour vous situer un peu le fonctionnement du champ de la formation professionnelle sur le territoire de la Réunion. Et je terminerai par les modalités de recrutement. Quelle est la procédure de recrutement?
quelles vont en être les différentes étapes et comment vous pourrez à un moment être nommé sur liste d'aptitudes à l'exercice du métier de conseiller en formation professionnelle. Je vous propose donc dans un premier temps de regarder un peu et de s'arrêter sur le dispositif de formation professionnelle initiale et continue en France. Aujourd'hui, la formation professionnelle dans l'éducation nationale, eh bien, c'est tout d'abord un focus sur la formation professionnelle initiale. Les établissements scolaires, les lycées professionnels sont chargés de développer les compétences et d'apporter les compétences de base sur un certain nombre de métiers, sur le champ professionnel. Les lycéens peuvent donc acquérir les compétences de base nécessaires à l'exercice de certains métiers. Et depuis près de 50 ans maintenant, les établissements scolaires sont aussi en capacité et en devoir d'accueillir des adultes pour permettre à des adultes salariés ou demandeurs d'emploi de bénéficier de ce qui s'appelle la formation professionnelle continue et d'acquérir des compétences complémentaires ou de nouvelles compétences durant leur vie active pour un retour ou un maintien dans l'emploi. Donc, l'objectif est forcément ambitieux pour l'éducation nationale, mais il s'agit aujourd'hui donc de permettre à des jeunes, soit par le dispositif de formation initiale ou à des adultes par des dispositifs de formation continue, de pouvoir bénéficier d'apports de compétences, bénéficier d'outils, de plateaux techniques correspondant à leur filière professionnelle, mais de bénéficier aussi de ressources humaines compétentes pour l'apport de parcours de formation correspondant aux besoins de chacun. Ces dispositifs de formation initiaux ou continus sont aujourd'hui inscrits dans le Code de l'éducation, mais aussi dans le Code du travail. Alors, le Code du travail aujourd'hui et les éléments du Code du travail permettent à un salarié ou à un demandeur d'emploi de bénéficier de parcours et de financement de formation par rapport à son statut. Un candidat salarié pourra bénéficier de parcours de formation en bénéficiant par la même occasion d'un statut de stagiaire de la formation professionnelle, et le salarié, lui, par son statut, pourra continuer de bénéficier de son statut de salarié et de permettre de suivre ce parcours et l'indemnisation correspondant à sa situation. La formation tout au long de la vie, eh bien, c'est une histoire de longue date. J'évoquais tout à l'heure un dispositif de plus d'une cinquantaine d'années aujourd'hui. L'histoire sur le parcours de la formation professionnelle est un peu marquée de temps forts. 1971 a été une étape un peu importante sur le sujet de la mise en place des dispositifs de formation professionnelle. On notera d'ailleurs qu'avec des cycles assez réguliers de 4 ou 5 ans, l'histoire est un peu marquée d'évolution permettant aux salariés et demandeurs d'emploi de bénéficier de dispositifs particuliers. 1971 est une date assez phare sur les étapes qui jalonnent ces parcours. 1971, c'est le droit à la formation professionnelle continue, qui n'existait pas sous cette forme-là auparavant. 1973 est une étape assez particulière dans l'éducation nationale, puisqu'elle marque la création des GRETA, GRETA étant, voulant dire groupement d'établissements. C'est la période où les établissements scolaires ont pu accueillir au sein de leurs murs des publics salariés et demandeurs d'emploi. Donc 1973-2023, on est donc dans la 50e année de fonctionnement de la formation professionnelle pour les adultes en France. Vous pourrez, si vous vous intéressez un peu à la littérature sur la formation professionnelle, voir que 1989 est aussi une étape importante avec la loi d'orientation de l'éducation nationale.
1993, avec son décret du 24 mars, définit les missions de formation continue des adultes au sein du service public de l'éducation nationale. 2002 est aussi une étape importante dans ces différentes étapes. 2002, c'est l'évolution de la validation des acquis professionnels en validation des acquis de l'expérience et la loi du 17 janvier 2002, la loi de modernisation sociale, a été une étape vraiment clé pour permettre à des salariés et demandeurs d'emploi d'aller chercher des certifications par le biais de ce dispositif de certification qui est la validation des acquis de l'expérience. 2004 est une autre étape avec la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social. Je parlais tout à l'heure du Code du travail qui a évolué régulièrement et 2004 a été un temps fort aussi permettant à plus de demandeurs d'emploi et plus de salariés de bénéficier de ces dispositifs de formation tout au long de la vie. 2005, une loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école a été encore une étape clé. Et puis, à partir de 2005, on sent régulièrement, tous les 5 ou 6 ans, des travaux impulsés par l'État ou impulsés par les partenaires sociaux et les représentants du patronat et des syndicats, où régulièrement on a donc des temps forts de discussion et d'évolution, d'organisation sur la formation professionnelle ou de choix et de priorité de financement de certaines filières sur la formation professionnelle. Et à titre d'exemple, la loi du 24 novembre 2009 est un tournant aussi évolutif sur le sujet. La loi du 5 mars 2014, la loi du 5 mars 2015, notamment sur la mise en place du compte personnel de formation. Et tout dernièrement, la loi de 2018, dénommée « Choisir son avenir professionnel », avec des évolutions sur les comptes personnels de formation, sur les comptes de transition et l'évolution des OPCA en OPCO, sont à nouveau des temps forts qui ont permis de faire évoluer les dispositifs d'orientation et d'accès à la formation professionnelle en France. Je m'arrête sur cette chronologie d'évolution des dispositifs et vous invite à aller par vous-même chercher un peu de littérature ou de textes de loi et de décrets vous permettant de vous acculturer un peu sur ce champ de la formation professionnelle et vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur ces différentes évolutions et pourquoi on en est là aujourd'hui en termes de formation professionnelle proposée aux actifs aujourd'hui en France. Venons peut-être un peu plus particulièrement en deuxième partie de présentation sur l'organisation du réseau formation tout au long de la vie. Au sein de l'éducation nationale, on a une organisation un peu particulière avec bien entendu un ministère et un ministre qui pilote, comme je l'évoquais tout à l'heure, un peu les différents chantiers et les différentes orientations au sein de l'éducation nationale. Mais dans chacune des académies, les liens sont forts avec le ministère, bien entendu, et notamment certains services tels que la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, où lorsqu'on travaille au quotidien sur le champ de la formation professionnelle, tout un ensemble d'axes prioritaires d'activités ou de chantiers permettant à chacun d'évoluer dans son environnement sont mis en place et impulsés par le ministère et la Délégation générale de l'enseignement scolaire, comme je l'évoquais tout de suite, avec une sous-direction qu'on appelle la sous-direction des lycées de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui sont aujourd'hui nos interlocuteurs sur ce champ,
par rapport aux nouvelles dispositions qui sont applicables en France, qui sont ensuite répertoriées auprès des différents rectorats dans chacune des académies et mis en place après au sein des différents établissements et lycées professionnels. Donc, une organisation un peu sous forme d'entonnoir avec le ministère, dans chacune des régions, une ou plusieurs académies et un recteur et une rectrice qui impulsent la politique du ministère. Donc, sur le territoire de La Réunion, on n'échappe pas à cette organisation avec peut-être une configuration et une organisation un peu particulière, puisque sur le territoire de La Réunion, c'est une île, c'est une région, un département, une académie. C'est peut-être une particularité assez unique que l'on ne trouve que dans peu de régions ou de départements d'outre-mer, mais c'est une particularité à prendre en considération parce que ça veut dire que dans notre quotidien, une organisation qui comprend une région, un département, une académie, ça donne des relations forcément un petit peu particulières et différentes d'une académie qui se trouverait en métropole, au nord ou au sud de la métropole, mais où on trouvera là une organisation régionale différente, avec des regroupements de régions, plusieurs académies et un territoire certainement beaucoup plus étendu que celui qui est le nôtre à La Réunion. Cela n'empêche que l'organisation, telle que je la définissais tout à l'heure, on la retrouve sur notre territoire, avec bien entendu un rectorat et Madame la rectrice qui pilote l'Académie de La Réunion. Et comme dans la plupart des académies, on retrouve un service plus particulièrement dédié à la mise en œuvre de la formation professionnelle, avec une délégation régionale académique à la formation professionnelle initiale et continue. Donc, pour résumer, le ministère, une académie et dans chaque académie, une DRAFPIC, et c'est le cas ici sur notre territoire de La Réunion. Une DRAFPIC, c'est un service où on retrouve, bien entendu, un conseiller ou une conseillère du recteur ou de la rectrice, spécialiste du champ de la formation professionnelle initiale et continue. Ensuite, dans chacun de ces territoires, le DRAFPIC pilote la politique et applique la politique définie par le recteur sur le territoire, mais il s'appuie sur différentes entités. Ces différentes entités peuvent être des GIP, des groupements d'intérêt professionnel, formation continue et insertion professionnelle. C'est le cas à La Réunion, nous avons un GIP FCIP. Mais ils peuvent s'appuyer aussi sur un ou plusieurs GRETA. Ici, sur le territoire de La Réunion, nous retrouvons un groupement d'établissements, un GRETA. Un GRETA, mais qui peut avoir plusieurs antennes. C'est le cas sur le territoire avec une implantation ici au nord de La Réunion et une implantation sur le sud de La Réunion. Mais au besoin, le GRETA peut s'appuyer aussi sur des établissements scolaires sur d'autres territoires que le nord et le sud et mettre en place les actions de formation répondant aux besoins. Dans une DRAFPIC, on y retrouve, et notamment dans le cadre du GIP, des missions de service public telles que celle de l'information et le conseil sur la validation des acquis de l'expérience, en s'appuyant sur les DAVA, les dispositifs académiques de validation des acquis, sur des DABM, dispositifs académiques de bilan et de mobilité, et puis, selon les organisations, et c'est le cas sur le territoire de La Réunion, le DRAFPIC peut aussi s'appuyer, dans le cadre du GIP, sur le centre de formation académique sur l'apprentissage, un CFA académique. Voilà, pour les principales entités qui composent une DRAFPIC. Je résume donc en disant qu'on y retrouve un groupement d'intérêt professionnel, un GRETA, et j'y ajouterai aussi
pour notre territoire de la Réunion. 2 campus des métiers et qualifications, l'un plutôt spécialisé dans le domaine du tertiaire et du numérique, et un deuxième, labellisé campus des métiers et qualifications, sur le champ du bâtiment et plus particulièrement du bâti tropical. Il faut savoir qu'il y a différents projets en cours ou des dossiers qui sont en cours d'instruction pour élargir le nombre de campus des métiers et qualifications. Il y en a un notamment qui est en cours de proposition auprès des différentes instances régionales et du ministère. Il s'agit du campus et des métiers et des qualifications sur le domaine de la santé et du bien-être. Et un 4e qui est en cours de construction sur le champ de l'hôtellerie, restauration et du tourisme. Voilà pour le paysage organisationnel sur le territoire de la Réunion. Sans rentrer dans le détail des missions au niveau du ministère et de la DGESCO, comme je l'évoquais tout à l'heure, les missions et les actions du ministère se centrent quand même plus particulièrement sur 4 ou 5 axes. Un premier axe peut-être plus centré sur le champ juridique et le contrôle et la réglementation. Donc on peut bénéficier d'appui et des services au niveau du ministère sur les aspects réglementaires. Une deuxième activité, c'est la représentation institutionnelle. On peut avoir sur chacun des territoires, bien entendu, des relais territoriaux et se rapprocher des différentes institutions ou partenaires. Mais il faut savoir aussi que le ministère ou la DGESCO le fait au niveau national et que les différentes instances vers lesquelles on peut être amené à se tourner lorsqu'on travaille sur le champ de la formation professionnelle, on les retrouve au niveau national. Je parlais tout à l'heure des OPCO, les organismes professionnels collecteurs qui aujourd'hui sont actifs sur chacun des territoires. On les retrouve bien entendu sur une dimension nationale et c'est le rôle de la DGESCO que de maintenir ou créer des liens avec ces différentes structures et partenaires. La DGESCO a aussi un rôle de partenariat et d'impulsion de liens avec les branches professionnelles et les grands donneurs d'ordre sur le territoire. Et donc il n'est pas rare que les partenariats qui sont créés ou les conventions qui sont signées soient déclinés au niveau régional pour une mise en application régionale. Je parlerai de 2 derniers axes sur lesquels le ministère peut venir en appui au niveau des académies. C'est un sur le champ d'impulsion et d'innovation pédagogique, sur lequel, bien entendu, par rapport aux besoins des bénéficiaires ou par rapport aux demandes et aux commandes que les partenaires ou donneurs d'ordre peuvent avoir, nos dispositifs pédagogiques sont évolutifs et doivent répondre aux nouveaux besoins des salariés et des demandeurs d'emploi. Donc sur ce champ, on peut bénéficier aussi des dispositifs et outils créés et impulsés au niveau national pour les décliner au niveau régional. Dernier axe, c'est un appui, une collecte des éléments permettant de mieux répondre aux appels d'offres à dimension nationale. Certains donneurs d'ordre ont des souhaits de couvrir l'ensemble du territoire et donc il est de la responsabilité et le ministère peut impulser des travaux permettant à chacune des académies de répondre de façon collective à ces appels d'offres à dimension nationale et de couvrir l'ensemble du territoire pour répondre aux besoins de ces différents donneurs d'ordre. Quelques mots sur
l'organisation du réseau formation toute la vie au niveau régional. J'ai évoqué tout à l'heure l'organisation économique, mais je voudrais, au niveau de l'éducation nationale, évoquer peut-être l'organisation régionale au niveau de l'organisation académique et la mise en place depuis septembre 2021 d'une DRAFPIC, une délégation régionale académique à la formation professionnelle initiale et continue. C'est un élément un peu nouveau d'organisation où en fait 2 activités, 2 services, l'un plutôt centré sur la formation professionnelle dans le cadre de la formation initiale et l'autre plus centré sur la formation continue des adultes, se sont regroupés à l'initiative de Madame la rectrice en septembre 2021 pour donner naissance à la DRAFPIC, délégation régionale académique à la formation professionnelle initiale et continue. La DRAFPIC, avec ses différents services, elle facilite les relations avec les différents partenaires publics tels que la région ou les organismes paritaires collecteurs agréés, comme je l'évoquais tout à l'heure, et dans certaines situations, créer des liens et des chantiers avec les grandes entreprises régionales. L'objectif de la DRAFPIC, c'est aussi de mutualiser les ressources, les projets et les différents plateaux techniques ou les forces en ressources humaines dont peut bénéficier l'académie pour les mettre au service de la formation professionnelle continue. Suite aux différentes réformes territoriales, on a donc ce nouveau schéma d'organisation dans toutes les académies et les régions de France. Elle s'appuie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur des entités juridiques telles que le GIP-FCIP, le groupement d'intérêt professionnel, formation continue et insertion professionnelle. Le GIP qui apporte un appui notamment sur la professionnalisation des personnels du réseau, qui propose des formations de tuteurs et des formations de formateurs. Le GIP qui peut réaliser des prestations d'ingénierie, de formation et de conseil en ressources humaines auprès des grandes entreprises ou moyennes entreprises et aussi auprès des organismes publics. Dernier axe, comme je l'ai évoqué déjà un peu, le GIP est chargé de mettre en place les différents dispositifs permettant de répondre aux missions de service public de l'éducation nationale, un sur l'axe de la validation des acquis de l'expérience et un deuxième sur le champ du bilan de compétences et de la mobilité professionnelle. Enfin, rares sont les GIP qui n'ont pas d'action ou qui mènent des projets qui sont impulsés par les fonds sociaux européens notamment, ou des projets liés à la mobilité européenne, tels que les projets Erasmus. Donc on retrouve assez régulièrement dans les DRAFPIC et dans les GIP des dispositifs permettant d'impulser ou de coordonner des projets à dimension européenne, internationale, qui facilitent ou qui permettent aux jeunes et aux adultes de faciliter la mobilité géographique et professionnelle des futurs actifs. Au niveau local, 2 mots sur le fonctionnement des groupements d'établissements. Les groupements d'établissements, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ont vu le jour à partir de 1973 avec la création des GRETA, des groupements d'établissements, qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer des formations continues auprès des adultes, salariés ou demandeurs d'emploi. Les GRETA s'appuient sur les établissements scolaires et mutualisent les ressources en équipement, en plateau technique et en personnel de ces établissements pour construire une offre de formation adaptée et répondant aux besoins de l'économie locale. Quelques mots sur le réseau des GRETA
qui est un des premiers organismes de formation d'adultes en France. Chaque GRETA programme la formation en fonction de la demande locale de formation continue, mais les GRETA sont polyvalents et leur dispositif de formation ou les actions de formation qu'ils mettent en place sont pluriels et il n'est pas rare que les GRETA mettent en place un certain nombre d'actions d'adaptation à l'emploi ou permettent à des demandeurs d'emploi ou des salariés d'aller chercher des certifications dans des filières multiples et variées. Ça va de l'industrie au bâtiment, en passant par le transport, la logistique, le champ du tertiaire, l'hôtellerie-restauration, et j'en oublie bien entendu puisqu'il y a une large couverture des métiers qui peuvent être donc mis en place au sein de ces groupements d'établissements. Quelques mots sur l'organisation des GRETA et le pilotage des GRETA qui s'appuient sur un établissement support. Il faut savoir que le GRETA n'a pas d'entité juridique propre et qu'il est obligé de s'appuyer sur un établissement support qui lui permet donc de gérer, tant sur le champ pédagogique que sur le champ administratif et financier, l'ensemble des actions qu'il met en place. L'équipe de direction qui compose le GRETA, elle se compose d'un président de GRETA, de chefs d'établissement qui adhèrent au GRETA, puisque dans chacune des régions, chaque établissement ou chaque lycée professionnel peut faire le choix d'adhérer ou pas au sein d'un groupement d'établissements. Et quand bien même il adhère, il peut choisir d'être un établissement que l'on appelle un établissement actif ou non actif. Mais tout dépend, bien entendu, des orientations qui sont arrêtées lors des conseils d'administration des établissements scolaires qui font le choix d'accueillir du public adulte ou pas au sein de leur établissement. Voilà pour la présentation du fonctionnement des entités GIP et GRETA. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur le public, la typologie du public qui bénéficie des services au sein des GIP ou des GRETA et la typologie des financements. Les publics sont très larges. À partir du moment où un jeune est sorti du système scolaire, qu'il a mis fin à la scolarité obligatoire, d'autres modalités, d'autres dispositifs permettent donc à ce public de revenir à nouveau sur des parcours de formation, que ce soit des parcours qualifiants ou certifiants. Un jeune sorti du système scolaire peut à nouveau faire le choix de faire un parcours de qualification. Il le fera sous des statuts différents. Ça peut être le statut d'apprenti, ça peut être, si la personne est demandeur d'emploi, de rentrer à nouveau sur des dispositifs de formation sous un statut de stagiaire de la formation professionnelle, ou un salarié, à sa demande ou à la demande de l'employeur, peut suivre des parcours de formation au sein de l'éducation nationale. Donc on a une palette de situations juridiques qui permettent à chacun, selon sa situation, selon son âge, en France, de pouvoir suivre des parcours adaptés à ses demandes, des parcours courts et des parcours de longue durée, puisque quelqu'un qui souhaiterait à nouveau s'engager dans un parcours de formation lui permettant d'accéder à un diplôme de type CAP, Bac ou BTS, peut, selon différentes modalités, suivre des parcours de 1 an, 2 ans ou 3 ans pour accéder à la qualification. Les dispositifs de formation, bien entendu, ils suivent la réglementation. Je parlais du Code du travail tout à l'heure qui est en constante évolution. Différents dispositifs sont aujourd'hui accessibles, quel que soit le statut demandeur d'emploi ou salarié. Demandeur d'emploi, il y a tout un ensemble de dispositifs permettant, sous forme individuelle ou sous forme collective, de bénéficier de parcours de formation. Idem pour les salariés, que la proposition de parcours de formation soit à durée courte ou longue. Différents dispositifs permettent donc
à des salariés de reprendre un parcours de formation ou d'adaptation à l'emploi en fonction de son besoin. Dernier focus peut-être sur les acteurs en termes de financement ou d'opérateurs sur le champ de la formation professionnelle. Je les ai déjà un peu évoqués tout à l'heure, mais avec des compétences différentes, les services de l'État, les services des régions, les départements, les pôles emploi, les dispositifs d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap, les opérateurs de compétences, la Caisse des dépôts et consignations sont aujourd'hui des acteurs forts sur le champ de l'emploi et de la formation et sur le champ de la formation professionnelle. Et je me répète, selon des compétences et des moyens, bien entendu, qui leur appartiennent, chacune de ces structures sur un territoire est active sur le champ de l'emploi et de la formation, que ce soit auprès des demandeurs d'emploi ou des salariés. Voilà. Aujourd'hui, ces différents acteurs sur le champ de la formation professionnelle et ces différents financeurs ont fait évoluer un peu les dispositifs de commande et d'attribution des marchés sur le sujet de la formation professionnelle. C'est un point important là que j'aborde. Quand bien même le conseiller en formation professionnelle exerce au sein de l'éducation nationale et au sein d'un service public de formation, il faut savoir que sur le champ de la formation continue, on reste sur un champ concurrentiel et que toute l'activité formation professionnelle et formation des adultes au sein de l'éducation nationale est soumise à concurrence et que les différents acteurs que j'ai cités tout à l'heure, dans le cadre de la réglementation française et européenne, sont tenus de rentrer dans des procédures d'appel d'offres ou d'appel à manifestation d'intérêt réglementées et que l'ensemble des organismes de formation sont soumis à concurrence pour pouvoir bénéficier d'actions et les mettre en place. Très succinctement de vous dire que en 2021, le réseau éducation nationale, c'était 60% de son activité financée sur des fonds publics et 40% sur des fonds privés. Mais que ça soit sur le premier champ ou le deuxième champ, on est aujourd'hui dans une situation où un Greta, un GIP, pour mettre en place son activité, se doit de répondre à des appels d'offres de marché public ou des appels à concurrence lancés par les structures de financement et qu'on est donc sur des schémas de réponse plurielle, bien entendu, à ces appels d'offres et que le marché est remporté selon les critères d'attribution, selon des critères qualitatifs ou quantitatifs, parce que dans certains cas, on peut être sur des critères relevant les éléments d'ordre pédagogique et la qualité des propositions pédagogiques qui peuvent être faites, mais dans d'autres cas, on peut être sur des critères d'ordre quantitatif ou financier, et on peut être dans des situations du moins 10 ans sur la proposition d'action. Le schéma donc d'exercice du métier de conseiller en formation professionnelle aujourd'hui, il est donc fortement tributaire de ces différentes propositions et de ce fonctionnement du marché de la formation professionnelle, et que un conseiller en formation professionnelle aujourd'hui, pour permettre à sa filière d'avoir de l'activité et de développer sa filière, ce conseiller en formation professionnelle se doit de bien connaître la réglementation, de s'intéresser aux cahiers des charges qui sont proposés par les prestataires et les différents financeurs, et que la notion d'appel à manifestation d'intérêt, de service d'intérêt économique et général,
d'appels d'offres à bon de commande. Toutes ces formes de propositions doivent être maîtrisées par le conseiller en formation professionnelle et qu'il doit être en capacité donc et force de proposition dans les réponses qu'il fait à ses commanditaires pour mettre en avant l'éducation nationale et mettre en avant le GIP ou le GRETA dans lequel il exerce. Quelques mots sur le réseau formation tout au long de la vie et quelques chiffres. De vous dire qu'aujourd'hui, le réseau formation tout au long de la vie, c'est sur le territoire national 30 GIP, 30 groupements d'intérêt public, formation continue et insertion professionnelle, et qu'en gros, il y a 30 académies sur le territoire et 30 GIP qui sont constitués dans chacune des académies. Qu'aujourd'hui, le réseau des GRETA, on est aux alentours de 110 ou 120 GRETA, répertoriés sur l'ensemble du territoire, qu'il y avait un nombre plus important de GRETA il y a quelques années, mais que dans le cadre de l'optimisation des GRETA et de l'optimisation financière de l'activité des GRETA, certaines régions ont fait le choix de regrouper leurs structures pour peut-être diminuer les coûts de fonctionnement des structures et de les optimiser, et que selon les territoires, on peut avoir un ou plusieurs GRETA. Sur le territoire de la Réunion, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a un GRETA, mais avec plusieurs antennes de fonctionnement, bien entendu, qui permet de couvrir le territoire. J'ai évoqué les dispositifs de validation des acquis de l'expérience, tout comme les 30 GIP. Aujourd'hui, on est à une trentaine de DAVA, de dispositifs académiques de validation des acquis, puisque dans chacune des académies, notre mission régalienne d'information sur la validation des acquis de l'expérience étant une obligation, on retrouve donc globalement un DAVA par académie. Idem pour les dispositifs académiques de bilan et de mobilité. On est à une trentaine de DABM aujourd'hui pour permettre d'apporter les réponses sur le champ du bilan de compétences et de l'orientation professionnelle. Quelques chiffres sur l'activité du réseau qui s'appuient sur les déclarations de bilan d'activité annuel que l'on se doit de faire remonter auprès du ministère du Travail. L'activité du réseau, c'est un demi-milliard de chiffre d'affaires. C'est 450 000 stagiaires formés en gros chaque année, 450 000 à 500 000 stagiaires formés. C'est entre 38 000 à 40 000 intervenants qui, sous des formes différentes, en tant que vacataires, en tant qu'enseignants, en tant que titulaires ou contractuels au sein de l'éducation nationale ou en tant qu'experts, interviennent sur les dispositifs de formation pour environ 47 millions d'heures stagiaires et que, en termes de résultats, si on veut éclairer chacun sur les résultats, notamment en termes de certification au sein de l'éducation nationale pour les adultes, on est en gros à 80% de taux de réussite dans les parcours certifiants que les adultes peuvent suivre au sein de l'éducation nationale. Bien entendu, on est sur une moyenne, ce qui veut dire que sur certaines certifications, on va atteindre le chiffre de 100%, mais que sur d'autres, on est peut-être un peu moins, et que la moyenne de taux de réussite, en tout cas, est à 80% pour les publics adultes. Voilà pour la photographie de l'activité du réseau formation tout au long de la vie au sein du territoire. Quelques chiffres peut-être d'activité sur l'académie et le territoire de la Réunion. Au sein du réseau éducation nationale, l'activité formation professionnelle pour adultes, eh bien, si je la décompose entre le GIP et le GRETA, en termes de chiffre d'affaires au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires du GIP était à hauteur de 3 603 626 €.
Et pour le Greta Réunion, on était à un chiffre d'affaires à hauteur de 2 674 249 euros. Si on regarde en termes d'activité, et notamment puisque la période 2021 a été une période forte de sollicitation d'actions par notre financeur et partenaire Pôle emploi, au niveau du GIP, nous avons eu une activité sur les 3 600 000 euros dont je parlais tout à l'heure, à hauteur de 950 000 euros pour le GIP, et le Greta Réunion sur les 2 600 000 euros de chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 2021. Son activité avec Pôle emploi a été à hauteur de 2 150 000, ce qui est relativement conséquent. Donc juste ces chiffres pour que vous puissiez comprendre et voir que, en fonction des besoins qui peuvent être exprimés sur un territoire, en fonction de la typologie des actions qui peuvent être mises en place par le réseau formation tout au long de la vie, et en fonction de ce sur quoi le financeur tel que Pôle emploi est d'accord pour conventionner avec notre réseau, il peut y avoir des fluctuations. Et en tout cas, 2021 a été une période forte de sollicitation de formation pour les demandeurs d'emploi, et le réseau des Greta a répondu présent sur bon nombre de filières, et son activité, son chiffre d'affaires s'est vu fortement augmenter avec ce bénéficiaire. Il faudrait regarder peut-être un peu l'activité sur les 5 ou 10 dernières années pour voir un peu peut-être des fluctuations en fonction des besoins exprimés par les financeurs. Et la moyenne dont je parlais tout à l'heure de 60% d'activité sur des fonds publics et de 40% d'activité sur des fonds privés, il faut toujours sur un territoire regarder un peu quelle est l'activité, quels sont les liens qui peuvent être tissés, quelles sont les commandes qui peuvent être passées par les partenaires et les financeurs au niveau local, et voir un peu comment le réseau Éducation nationale et le réseau des GIP et des Greta se positionnent sur un territoire. Voilà une première photographie pour le réseau des GIP et des Greta sur le territoire de La Réunion. On peut faire le même exercice en portant un regard sur les bénéficiaires et les stagiaires. En 2021, au niveau du GIP, 2297 stagiaires ont bénéficié d'un parcours au sein du GIP, et le Greta, 2100 bénéficiaires. Si on regarde le nombre d'heures de formation, on voit qu'au niveau du GIP, pour ces 2297 bénéficiaires, ils ont bénéficié au total de 228 000 heures de formation, alors que le Greta en a réalisé 541 000. Ce que je veux juste montrer par ces chiffres, c'est que là encore, dans l'activité d'une structure, ou l'activité du GIP ou du Greta, porter un regard sur le chiffre d'affaires, c'est important, mais porter un regard sur le nombre de bénéficiaires au cours de l'année, ce sont des indicateurs assez significatifs. Et le nombre d'heures en moyenne par stagiaire, là aussi c'est important. Ce qu'on peut tirer comme conclusion avec les chiffres que je viens de donner sur l'année 2021 pour le GIP et le Greta, c'est que le GIP, pour quasiment le même nombre de bénéficiaires, a plutôt mis en place des parcours courts pour ses bénéficiaires, alors que le Greta, on était plutôt sur des parcours, on va dire de durée moyenne, entre 6 et 9 mois. Voilà. Là aussi, ce sont des indicateurs qui permettent de voir comment un conseiller en formation professionnelle appréhende sa filière, appréhende les actions qu'il met en place, et sur le développement de son chiffre d'affaires, je vous laisse juste regarder un peu quand on met en place des parcours courts ou des parcours longs, ce que ça nécessite en back-office comme temps de travail sur l'élaboration d'une convention et le suivi des parcours de formation.
Mais je commence à être un peu technique, mais ça fait partie du quotidien de chacun des conseillers en formation continue. Je voudrais venir maintenant sur un point de fonctionnement qui nous semble important dans l'activité d'un GIP et d'un GRETA. Sur l'ensemble du territoire et sur le territoire de La Réunion, l'activité de formation professionnelle aujourd'hui, comme dans tout autre organisme de formation public ou privé, elle est conditionnée à un élément qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 maintenant, c'est l'obligation des organismes de formation d'être certifiés qualité. Tous les organismes de formation aujourd'hui qui veulent contractualiser avec des financeurs publics ou privés doivent mettre sur la table une certification qualité. Calliope, peut-être c'est un vocabulaire commun pour certains, mais en tout cas, la certification qualité des organismes de formation qui a été retenue au sein du ministère du Travail porte le nom de Calliope. Au sein de l'Éducation nationale, on a souhaité aller un petit peu plus loin sur les exigences de la certification Calliope et l'Éducation nationale a créé un label particulier, son propre label qui répond au nom de Eduform. Et Eduform est une labellisation, une certification qualité qui ajoute quelques indicateurs et quelques critères de qualité complémentaires à celles exigées par le décret Calliope du 6 juin 2019. Je vous invite donc, en tant que futur conseiller en formation professionnelle, à vous acculturer quelque peu sur ce sujet labellisation Eduform et de porter peut-être un regard transversal sur les 14 critères et les 44 indicateurs qui font partie de la labellisation Eduform, mais sans rentrer sur le détail de ces exigences. En tout cas, le législateur a souhaité faire un focus et avoir un niveau d'exigence plus particulier pour permettre aux bénéficiaires qui souhaitaient s'engager sur un parcours de formation d'avoir un niveau d'information peut-être plus complet qu'il ne l'était auparavant sur les dispositifs sur lesquels ils s'engagent, d'avoir un déroulé et un niveau d'exigence sur les modalités pédagogiques peut-être un peu plus fort qu'auparavant, et enfin sur les dispositifs ou l'accompagnement sur le volet administratif et financier, de structurer et de verrouiller et un peu plus les éléments liés au dispositif mis en place. Dernier point d'exigence du législateur sur le sujet, c'est peut-être d'informer un peu plus les bénéficiaires sur le champ résultats et insertion professionnelle et de permettre à un candidat salarié ou demandeur d'emploi qui s'intéresserait à un dispositif de formation professionnelle d'avoir des informations sur le taux de réussite dans les parcours de certification qui sont proposés et peut-être d'avoir des informations aussi sur les taux d'insertion et l'insertion professionnelle possible après avoir bénéficié d'un dispositif de formation au sein de notre structure. J'en arrête là sur la labellisation qualité, mais en tout cas, c'est un champ sur lequel un conseiller en formation professionnelle et un organisme de formation aujourd'hui ne peut pas ne pas s'arrêter. Ça fait partie du métier et ça fait partie du champ de connaissances et d'acculturation nécessaires dans notre domaine de formation professionnelle. Vous y trouverez, si vous allez chercher de la littérature un peu plus spécialisée sur le champ de la certification, vous y trouverez notamment les 10 points d'engagement sur lesquels notre certification qualité Eduform s'est engagée et la charte qualité Eduform, avec les points que j'ai évoqués tout à l'heure, des points d'information plus pointus sur
l'offre de services qui est proposée au sein de nos GRETA et de nos GIP, sur l'accueil individualisé, sur les conseils et orientations professionnelles que le bénéficiaire peut solliciter auprès de notre structure. Je ne reviens pas sur les modalités pédagogiques, techniques et d'encadrement qui peuvent être mises à disposition. Bien entendu, la qualification et les compétences des personnels intervenants qui sont garanties et développées au sein du réseau formation tout au long de la vie. Et le dernier point sur les engagements sur lesquels les GIP et les GRETA, au fil des années, se doivent de s'engager, notamment sur la responsabilité sociétale des organisations. Venons peut-être un peu plus longuement maintenant sur qu'est-ce que le métier de conseiller en formation professionnelle. Peut-être, en tout cas, de dire que la littérature que vous êtes allé consulter, notamment sur la circulaire de recrutement qui nous concerne aujourd'hui, de peut-être préciser qu'il y a évolution, et notamment du référentiel métier, et qu'à certains moments, j'ai peut-être pu utiliser le terme de conseiller en formation continue, mais qu'aujourd'hui, on parle de conseiller en formation professionnelle et que le recrutement qui est en cours se fait sur les modalités et le référentiel métier de conseiller en formation professionnelle. Alors, aujourd'hui, dans le réseau formation tout au long de la vie, le métier de conseiller en formation professionnelle peut s'exercer au sein d'une DRAFPIC, d'un GIP ou d'un GRETA, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a 1200 à 1300 conseillers en formation professionnelle sur l'ensemble du territoire et que sur l'Académie de La Réunion, aujourd'hui, il y a 18 conseillers en formation professionnelle en poste. Que le métier de conseiller en formation professionnelle se définit comme le spécialiste de l'ingénierie de formation et que c'est un développeur d'activités sur le champ de la formation professionnelle, sur les différentes filières que j'ai pu citer ou évoquer tout à l'heure. Peut-être d'évoquer la transition ou l'évolution, même si on retrouve de grands axes de travail ou sur le référentiel métier, en tout cas, de vous donner les éléments clés du métier de conseiller en formation continue, qui jusqu'à présent, si on s'appuyait sur ce référentiel était composé de 4 pôles, de 4 axes. Un premier axe plutôt centré sur l'ingénierie pédagogique notamment. Un deuxième axe sur la mercatique, les actions commerciales et les relations partenariales. Un troisième axe plutôt porté sur la notion de conseil à l'interne. Le conseiller en formation continue, c'est un conseiller, il se doit d'analyser des situations, d'analyser des dossiers et d'être le conseil auprès de son GRETA, du GIP ou du DRAFPIC ou de la DRAFPIC sur son territoire. Donc la notion de conseil à l'interne est vraiment forte sur le métier. Le conseiller en formation continue doit être en capacité d'apporter des éléments d'analyse et de conseiller un président de GRETA ou un DRAFPIC sur des champs divers et variés, sur des filières professionnelles, sur le champ pédagogique, sur le champ administratif ou financier, ou sur le champ commercial. Et donc, ça fait partie de son quotidien d'apporter les éléments pour une prise de décision auprès des équipes de direction. Quatrième axe, c'est la capacité du conseiller en formation continue de conduire des actions et des dispositifs. En règle générale, un CFC est responsable d'une filière ou d'un secteur d'activité
et donc il se doit de conduire les actions et de développer sa filière ou son dispositif. Si je compare ou je mets en exergue aujourd'hui les attendus du métier de conseiller en formation professionnelle, on est passé de 4 axes, tels que je viens de les définir, à 3 pôles, 3 axes. Même si vous verrez que l'activité au quotidien s'appuie sur les mêmes actions, les mêmes dispositifs, on a peut-être reconcentré l'activité sur 3 points. Le premier point, un premier axe fort du métier de conseiller en formation professionnelle qui est celui de conseiller et développer. Un deuxième axe sur concevoir et innover. Et un dernier sur piloter et animer. Donc, on est peut-être là sur un vocabulaire plus simple et plus concentré. Et en quelques verbes d'action, on a peut-être résumé le métier. Bien entendu, les 3 axes que je viens de développer là, ou de vous énoncer, derrière, sur la notion de conseiller et développer, on y retrouve le conseil à l'interne que je pouvais évoquer tout à l'heure, mais on pourrait y joindre aussi le conseil à l'externe. Quand vous êtes en relation avec un partenaire, vous faites aussi du conseil auprès d'une entreprise, vous faites du conseil auprès d'un partenaire institutionnel, vous faites du conseil auprès d'une branche professionnelle. Donc la notion de conseil et de développement, on la retrouve sur ce premier axe. Le deuxième, sur concevoir et innover, je parlais tout à l'heure d'ingénierie, on le retrouve très certainement sur ce pôle de conception et d'innovation. Mais si je fais un focus sur l'innovation pédagogique et numérique, on pourrait considérer qu'aujourd'hui, dans le métier de conseiller en formation professionnelle, il y a une activité forte, en tout cas, de conception, bien sûr, de parcours de formation, de parcours faisant appel à de l'innovation pédagogique, des formes pédagogiques différentes, pouvant s'adapter aux besoins du bénéficiaire. Et la notion d'innovation, bien entendu, aujourd'hui, elle est forcément forte avec des éléments liés à des attendus des bénéficiaires et des financeurs qui sont d'ordre certainement technologique et numérique, et qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu plus amené à parler d'innovation pédagogique et numérique, et que des aspects hybridation de parcours ou de parcours modulaires avec des modalités techniques et pédagogiques différentes, ça fait partie du quotidien d'un conseiller en formation professionnelle et qu'il se doit de travailler la diversité de ces outils et modalités pédagogiques pour répondre aux attentes des commanditaires. Dernier axe, piloter, animer, c'est une autre forme de ce que j'évoquais tout à l'heure. Le conseiller en formation professionnelle peut être responsable d'une filière particulière et se doit de la développer, de piloter ses équipes, parce qu'on va voir dans quelques instants que le conseiller en formation professionnelle ne travaille jamais seul et que la notion d'animation et de pilotage, elle est forcément forte au quotidien et qu'il faut avoir un peu d'appétence dans cet aspect animation et pilotage dans l'exercice du métier de conseiller en formation professionnelle. Vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le volet référentiel d'activité du métier de conseiller en formation professionnelle. Bien entendu, les conseillers en formation professionnelle sur le territoire restent à votre disposition. Je peux moi aussi, bien entendu, répondre à vos attentes. Et puis, si vous souhaitez avoir un peu plus de littérature ou prendre connaissance et vous acculturer sur le métier de conseiller en formation professionnelle, je vous invite à vous procurer le référentiel métier, le référentiel d'activité, et vous y trouverez un peu plus de détails sur les différents pôles que je viens d'évoquer. Et le premier axe sur l'innovation pédagogique que j'évoquais tout à l'heure est la conception.
eh bien, ça amène à travailler peut-être sur la conception de dispositifs et le développement de compétences et d'accompagnement de parcours différents, de formalisation d'offres de formation et de prestations différentes. Et puis, dernier point sur ce volet innovation pédagogique et numérique, peut-être dans l'exercice du métier de conseiller en formation professionnelle, d'avoir un point de vigilance et de travailler la veille pédagogique et technologique des formations. Quelques mots sur la notion de pilotage et d'animation. Peut-être sur le métier de conseiller en formation professionnelle aujourd'hui, on a une forme de pilotage et de management peut-être plus pointue sur des collectifs et des collectifs de travail, et que la forme de travail aujourd'hui, elle est peut-être sur des formes de travail plutôt centrées sur la notion de projet et de travail sur projet, et que le conseiller en formation professionnelle doit être en capacité de manager des projets, de manager des collectifs, et que manager un projet veut peut-être dire qu'on va diluer un petit peu plus dans le temps l'activité, et qu'un projet, il peut se mener sur 6 mois, 1 an ou un peu plus, mais qu'on a une projection de l'activité qui peut être un peu plus étendue dans le temps. Dernier point sur le volet que j'ai appelé tout à l'heure concevoir et innover, et conseiller et développer. Conseiller et développer, on est très certainement sur une capacité du conseiller en formation professionnelle, notamment vis-à-vis des partenaires extérieurs, sur une capacité du conseiller à diagnostiquer et analyser les besoins du territoire, et une capacité à analyser son secteur. Et donc la notion de veille économique et socio-économique, de veille réglementaire, de veille commerciale et concurrentielle, elle est forcément très importante, et qu'un conseiller en formation professionnelle se doit, sur un territoire ou sur un bassin, comme sur le territoire de La Réunion, il doit être en capacité d'analyser son territoire, d'analyser son secteur et de travailler avec les différents outils de son territoire. Quand je dis outils, ça peut être de se rapprocher de structures comme l'INSEE ou Réunion Prospective et Compétences, qui sont des partenaires et qui permettent d'apporter des éléments sur l'analyse du territoire très pertinente pour un conseiller en formation professionnelle. Voilà, j'en arrête là sur la description du métier et des pôles d'activité, mais peut-être en guise de résumé, de dire qu'aujourd'hui, le conseiller en formation professionnelle est un acteur fort au sein de l'éducation nationale et est un conseiller des équipes de direction pour lequel il travaille au sein du GIP ou du GRETA, et que le conseiller en formation professionnelle, c'est aussi un acteur fort dans les relations qu'il peut avoir avec l'externe et avec les partenaires à l'externe, et qu'il se doit d'être porteur de la politique académique sur le champ de la formation professionnelle au sein de son territoire. Je continue avec des éléments peut-être d'environnement au quotidien du conseiller en formation professionnelle. J'ai évoqué le travail d'équipe tout à l'heure. Le conseiller en formation professionnelle, il est entouré d'une équipe de formateurs, de coordonnateurs, d'assistants et d'assistantes, plus ou moins spécialisés sur des champs particuliers, mais que sur des tailles différentes et des formats différents. En tout cas, l'activité au quotidien du conseiller en formation professionnelle ne se fait que parce qu'il travaille en équipe et parce qu'il est entouré d'assistants, de coordonnateurs, de formateurs qui lui permettent de mettre en place les actions de formation ou de prestation dont il est chargé.
Bien entendu, l'activité et les responsabilités sont différentes, mais à chacun son niveau de responsabilité. Une assistante administrative va avoir, par rapport à l'ensemble des tâches et des actions qu'elle met en place, un niveau de responsabilité particulier. Le coordonnateur d'action chargé de veiller au bon déroulement des actions de formation va lui-même devoir prendre son niveau de responsabilité sur les différentes tâches de coordination, mais le conseiller en formation professionnelle, lui, va être chargé de piloter et d'animer son collectif par rapport à la filière dont il a la responsabilité. Donc il n'y a pas de schéma type. Chaque conseiller en formation professionnelle a des équipes variables selon la filière dont il est responsable. Et dans chacune des académies, l'organisation peut être variable. Dans chacun des GRETA, les forces et les moyens, les forces et les ressources humaines qui sont mises à disposition des conseillers en formation professionnelle sont variables. Nous avons 18 conseillers en formation sur le territoire. Les 18 ont des responsabilités et des dotations d'équipes variables en fonction de la filière dont ils ont la responsabilité. Quelques mots maintenant sur les modalités de recrutement, avec quelques points d'information pour vous éclairer et que vous ayez tous les éléments pour prendre votre décision. Je voudrais vous apporter quelques éléments sur le contrat de travail et la rémunération, quelques éléments sur le calendrier de recrutement, et puis, pour terminer, quelques éléments sur la procédure de recrutement et les éléments qui font que le jury va retenir votre candidature ou écarter votre candidature, de façon aussi à élaborer une liste d'aptitudes qui sera arrêtée pour l'année scolaire 2023-2024. Que veut dire une liste d'aptitudes? C'est que dans cette procédure de recrutement, chacune des académies élabore une liste de candidats pour lequel le recteur ou la rectrice dit « oui, je suis d'accord pour envisager, en fonction des besoins, de travailler avec un collaborateur ou avec une collaboratrice ». Ça veut dire que la liste d'aptitudes n'oblige pas la rectrice ou le recteur à vous embaucher, mais que potentiellement, en fonction des besoins et en fonction du moment dans l'année où le besoin est exprimé, nous ferons appel à l'un ou l'une des candidates inscrites sur la liste d'aptitudes pour savoir si le contrat de travail qui lui est proposé, si la filière qui lui a proposé et si les modalités du contrat lui conviennent, nous pourrons envisager de faire un parcours ensemble. Je reviens donc quelques instants sur ce volet statut et rémunération. Pour exercer le métier de conseiller en formation professionnelle, il y a deux voies possibles. La première, pour les personnels qui font déjà partie de l'éducation nationale ou qui sont de la fonction publique, il y a possibilité d'être détaché de sa fonction publique ou détaché de son poste pour exercer le métier de conseiller en formation professionnelle. La personne a un grade, un statut, une grille indiciaire dans laquelle elle exerce jusqu'à présent. La personne reste sur ce statut, ce grade et cette grille indiciaire. Son évolution n'est pas interrompue. Elle continue à évoluer quand bien même elle exerce le métier de conseiller en formation professionnelle dans la grille de laquelle elle est issue. La seule différence, c'est que pour l'exercice du métier de conseiller en formation professionnelle, il est prévu une indemnité de suggestion spéciale à hauteur de 732 € bruts mensuels qui vient compléter la rémunération initialement attribuée à l'agent.
Ça, c'est le premier cas de figure pour les personnes titulaires de l'éducation nationale. Deuxième cas de figure, vous ne faites pas partie de l'éducation nationale, mais vous souhaitez exercer au sein de l'éducation nationale. C'est tout à fait possible sur le métier de conseiller en formation professionnelle. Le rectorat vous proposera un contrat de travail à durée déterminée. C'est un statut un peu particulier, mais la proposition sera sur, dans un premier temps, un contrat de travail d'une durée d'1 année, renouvelable et reconductible jusqu'à 6 ans, puisque les dispositions européennes prévoient que le contrat peut être renouvelé chaque année, mais au bout de 6 ans d'exercice, il sera possible d'attribuer à la personne qui exerce l'activité un contrat de travail à durée indéterminée. Cette deuxième forme de contrat proposé s'appuie donc sur les grilles indiciaires de l'éducation nationale. Donc, à l'entrée dans l'activité du métier de conseiller en formation professionnelle, vous sera proposé un indice nouveau majoré à hauteur de 495. Dit autrement, il vous sera proposé une rémunération brute mensuelle à hauteur de 2 300 €, à laquelle viendra s'ajouter une indemnité de suggestion spéciale à hauteur de 732 € brut mensuel, ce qui fait un total de 3 032 € brut mensuel qui vous est proposé dans le cadre de votre contrat de travail. Quelques mots sur les modalités de recrutement et le calendrier de recrutement. Calendrier de recrutement qui a été modifié, puisque à l'origine, la circulaire académique de février 2023, qui a été signée et publiée par Madame la rectrice au sein de l'Académie de la Réunion, et que vous pouvez consulter sur le site de l'Académie, www.ac-réunion.fr. Vous y trouverez sur le site donc l'ensemble des documents à télécharger, la circulaire académique, le calendrier de recrutement, le dossier de candidature à compléter, ainsi que la lettre de motivation, le CV et les copies de diplôme à fournir, avec une date butoir de dépôt qui aujourd'hui est arrêtée au vendredi 5 mai 2023 à 16 h. Document qu'il vous faut faire parvenir à la DRAFPIC sous forme de courrier postal ou à l'adresse de recrutement@ftlvreunion.fr. Calendrier repoussé pour une phase d'information complémentaire pour permettre à plus de candidats issus de l'éducation nationale ou plus de candidats issus du monde du travail privé de pouvoir candidater sur cette nouvelle phase de recrutement pour l'année scolaire 2023-2024. Le calendrier de recrutement, avec cette date de dépôt que je viens d'évoquer au 5 mai 2023, sera suivi de 2 ou 3 phases complémentaires. Première phase, une épreuve écrite que l'ensemble des candidats intéressés devront subir, une épreuve écrite d'une durée de 3 heures. Épreuve écrite qui permet au candidat d'exprimer sa capacité à synthétiser des documents, à élaborer des documents de synthèse ou d'analyse d'une situation particulière sur un territoire particulier. Ce sont forcément des épreuves en lien ou des documents ou une analyse en lien avec le monde de l'emploi et de la formation. Personne n'est obligé d'être un spécialiste du sujet, mais en tout cas, le souhait de l'équipe chargée du recrutement, c'est de permettre au candidat d'exprimer sa capacité rédactionnelle, d'exprimer sa capacité à synthétiser un ensemble de documents qui lui seront soumis. Et en fait, c'est un peu le reflet de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les modalités de travail aujourd'hui sous forme d'appel d'offres ou d'appel à manifestation d'intérêt.
non pas que l'on cherche à reproduire l'exercice sous cette épreuve écrite, mais en tout cas, l'épreuve écrite permet, en tout cas, au candidat d'exprimer sa capacité à analyser un cahier des charges, à analyser un certain nombre de documents et à en faire une synthèse à un moment donné. Deuxième étape dans la phase de recrutement, c'est, au-delà de cette épreuve écrite, une étape de rencontre avec le jury pour échanger avec le jury sur un certain nombre de points, sur l'appétence pour le métier, sur la connaissance de l'environnement économique. Mais cet entretien, il est fait aussi pour permettre au candidat de poser l'ensemble des questions qu'il peut encore se poser sur le métier ou sur l'environnement dans lequel il est amené à travailler. Et en fait, cette phase d'échange, elle permet et au jury de prendre sa décision, de dire on va faire un bout de parcours professionnel avec cette personne, ou à contrario, de permettre au candidat de se dire oui, ce métier m'intéresse, oui, cet environnement professionnel, j'ai envie de m'y intéresser et donc je candidate et je continue le parcours. Voilà, donc une phase écrite, une phase orale qui permet à chacune des deux parties de prendre une décision quant à la suite du parcours. La suite du parcours, c'est une modalité un peu particulière puisque si l'un et l'autre on décide de collaborer ensemble, les choses vont tout d'abord se formaliser par ce qu'on appelle une liste d'aptitudes de recrutement de conseillers en formation professionnelle sur l'année scolaire 2023-2024. Donc il y aura un certain nombre de candidats pour lesquels on estimera, nous, service académique, que oui, on a potentiellement envie de faire un bout de chemin avec les personnes qui sont sur la liste d'aptitudes. Cependant, peut-être il n'y aura pas autant de contrats de travail possibles que de candidats sur la liste d'aptitudes. Je ne peux pas encore aujourd'hui vous dire si nous aurons un besoin, deux besoins ou plus de besoins au cours de l'année scolaire 2023-2024. Nous sommes encore dans une étape de réflexion et chaque année, c'est plutôt au mois de juin ou de juillet que la décision se prend en fonction des postes qui s'y libèrent ou des changements d'activité des conseillers professionnels en poste. Et donc, fin juin, à l'issue de ces différentes étapes d'épreuves écrites et d'entretien de sélection des candidats, une liste d'aptitudes sera arrêtée et signée par Madame la rectrice, permettant à une petite dizaine de candidats de se voir éventuellement proposer une affectation à la rentrée scolaire 2023. Le jury, lors de cette étape de recrutement, arrêtera sa décision avec quelques éléments d'analyse des candidatures, s'appuyant bien entendu sur le parcours du candidat, s'appuyant sur la production écrite et sur bien entendu les échanges pendant l'épreuve orale qu'il aura pu avoir avec le candidat. Mais ce que le jury va chercher, l'intérêt que les candidats peuvent avoir sur les éléments d'ordre connaissance et appétence pour l'environnement économique et social. L'exercice du métier de conseiller en formation professionnelle, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est un acteur important sur un territoire, c'est quelqu'un qui est amené à avoir des échanges avec les partenaires de l'environnement économique et social d'un territoire donné. Et donc, un conseiller en formation professionnelle se doit d'avoir un goût et un intérêt pour les éléments d'ordre économique et social d'un territoire. Il se doit aussi d'avoir une certaine connaissance, même si elle n'est pas approfondie et affinée pour démarrer dans le métier,
Le conseiller en formation professionnelle doit montrer aux membres de jury qu'il s'intéresse à son territoire et qu'il a connaissance des différents acteurs sur le champ de la formation sur son territoire. Plus il sait la place qu'occupent les organismes de formation dans une filière professionnelle, plus ça lui permet, à titre personnel et avec ses équipes, d'envisager sa place sur le territoire. Un conseiller en formation professionnelle se doit aussi d'avoir une certaine capacité d'analyse et d'initiative. On regardera aussi la capacité et les aptitudes du conseiller en formation professionnelle à la conception de dispositifs ou au développement de dispositifs. Il y a aujourd'hui, au niveau de chacun des territoires ou au niveau national, des métiers nouveaux, des entreprises nouvelles qui se développent sur de nouveaux métiers, sur de nouveaux dispositifs. Le conseiller en formation professionnelle se doit d'être en veille et d'être un acteur et d'être actif sur ce sujet. Et je reviens sur le référentiel métier et les capacités que doit avoir le conseiller en formation professionnelle à être conseil auprès de ses équipes de direction. Un conseiller en formation professionnelle doit être en veille sur des nouvelles filières ou des nouveaux métiers et il se doit de faire des propositions aux équipes de direction, des propositions de développement en les argumentant, en étoffant sa proposition par des aspects administratifs et financiers, mais il se doit de concevoir et de développer les dispositifs. Donc on regardera aussi sa capacité à innover, sa capacité à appréhender et à s'emparer des nouveaux métiers qui se mettent en place et à permettre à son Greta ou à sa structure de faire de nouvelles propositions et à être moteur sur ces nouveaux dispositifs. Le métier de conseiller en formation professionnelle demande une certaine disponibilité. Certes, il est assez acteur de son agenda et de son emploi du temps, mais la vie économique et sociale sur un territoire fait qu'un certain nombre de réunions ou de rencontres sont possibles à différents moments de la journée. Et rares ne sont pas les moments où le conseiller en formation professionnelle pourrait être amené en fin de journée à être convié à différentes rencontres professionnelles ou à rencontrer des partenaires sur son territoire en fin de journée ou à différents moments de la semaine. Et la notion de disponibilité, elle est vraiment importante. Mobilité, disponibilité, ce sont des éléments un peu clés dans l'exercice du métier. Le conseiller en formation professionnelle, même s'il est responsable d'une filière ou d'un territoire particulier, se doit de pouvoir être mobile. Et demain, s'il est appelé sur le bassin Est, le bassin Ouest ou le bassin Sud, la notion de mobilité géographique, elle est appréhendée par le conseiller en formation professionnelle. L'aptitude à la négociation, c'est aussi un élément clé. Le conseiller en formation professionnelle se doit de se faire sa place, il se doit de convaincre, il se doit de négocier ses marchés et donc être force de proposition, être en capacité de négocier et être en capacité de décrocher les marchés, ça fait partie des aptitudes et capacités du conseiller en formation professionnelle. Le goût et le travail en équipe, c'est forcément un élément un peu clé du métier. Je l'ai évoqué à différentes reprises, le conseiller en formation professionnelle ne travaille jamais seul, il est toujours entouré de collaborateurs, il fait partie d'une équipe de direction,
il est en lien avec des établissements scolaires, donc l'exercice de ce métier ne peut pas se faire sans avoir un certain goût et une pratique du travail en équipe. Je l'ai évoqué aussi sur le référentiel. Le conseiller en formation professionnelle se doit de piloter et d'animer des équipes. Et donc, il doit donc avoir une certaine aptitude et de certaines capacités à la gestion des ressources humaines. Ça fait partie de ce champ d'intervention, de son champ de connaissances et d'aptitudes. Les ressources humaines, les connaissances sur les modalités administratives, budgétaires et financières, ce sont aussi des éléments un peu clés qui font que le conseiller en formation professionnelle, dans le pilotage de son action, plus il est doté d'éléments et de connaissances sur les techniques budgétaires et financières, plus il est doté de connaissances et de techniques en matière de gestion des ressources humaines, plus il est en capacité de piloter et de mener correctement sa filière. Voilà les éléments un peu clés qui font que, en fonction de l'expérience du candidat, en fonction de son appétence, en fonction de son envie de mener et de piloter des filières, le jury, avec ces éléments d'analyse des candidatures, prendra sa décision de retenir ou pas tel ou tel candidat. Je ne vais pas beaucoup plus loin sur les modalités de l'épreuve écrite, où les candidats seront conviés et un certain nombre de documents et outils seront fournis aux candidats pour permettre de réaliser cette épreuve. L'épreuve orale sera d'une durée de 45 minutes devant un jury composé de 4 ou 5 personnes. Les modalités de fonctionnement de l'oral sont relativement simples, avec peut-être un premier temps de 10 à 15 minutes de présentation du candidat et un deuxième temps d'échange un peu plus libre entre le jury et le candidat, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur l'appétence pour le métier, la connaissance de l'environnement économique local, son appétence pour l'ingénierie de formation, la mercatique, la conduite de projet, sont autant de points qui seront évoqués à l'oral avec les membres du jury. Dernière étape peut-être d'information sur ce métier de conseiller en formation continue. J'ai évoqué le process de recrutement, je viens d'évoquer la liste d'aptitudes. Si je me projette sur l'année scolaire 2023-2024, avec donc la contractualisation avec l'un ou l'une d'entre vous, si les choses sont positives et si un besoin naît au sein du territoire et de l'Académie de la Réunion, le candidat signe un contrat de travail sous les différentes modalités telles que je les ai évoquées tout à l'heure. Le candidat et la personne qui contractualise rentre sur ce qu'on appelle une année probatoire. C'est une année qui permet au candidat d'appréhender toutes les facettes du métier et de se former et de se professionnaliser sur le métier de conseiller en formation professionnelle. Ce dispositif est commun à l'ensemble des académies. La première année est donc une année de formation, d'appropriation de son environnement. Et c'est une année qui permet aux deux parties, que ce soit le salarié d'un côté ou l'employeur de l'autre côté, c'est une année qui permet à la personne de s'approprier les différentes facettes du métier. On le fait sous différentes formes, c'est-à-dire qu'au cours de cette année, il y a des phases de formation qui sont prévues, des formations qui peuvent se dérouler localement ou au niveau national. Il y a des phases de formation
prévus sur le terrain, appuyés d'un tuteur ou d'un maître, un maître de stage, peu importe le nom qu'on donne, mais en tout cas, le conseiller en formation continue apprend son métier à l'aide de pairs ou de tuteurs avec des phases bien particulières au cours de l'année prévues pour évoluer et appréhender le métier. Il peut y avoir des périodes de formation en entreprise, d'immersion en entreprise pour les candidats qui le souhaitent ou qui le nécessitent. On peut prévoir ces phases de connaissance de l'entreprise et d'immersion dans l'entreprise. Bien entendu, des phases d'observation ou d'immersion en Greta ou en GIP sont prévues pour permettre aux candidats d'appréhender les différentes organisations. Et une dernière phase de construction d'un mémoire professionnel qui sera soumis en fin d'année probatoire et présenté devant un jury, permettent donc de finaliser le parcours et de permettre à l'employeur, qui est le rectorat, de décider de la continuité de parcours dans le métier ou, à contrario, de permettre aux conseillers en formation professionnelle de dire « je continue » ou « j'arrête » dans le métier. Donc, modalité particulière que je tenais un peu à présenter et de savoir que l'entrée dans le métier se fait sous une modalité particulière, mais qu'on souhaite accompagner, professionnaliser et permettre à notre collaborateur de vraiment rentrer dans le métier progressivement et d'en acquérir toutes les facettes progressivement. Donc, c'est une particularité sur ce métier de conseiller en formation professionnelle, mais qui permet à chacun d'avancer progressivement dans le métier et d'en découvrir les différentes facettes au fil du temps. Si l'année probatoire est probante, le conseiller en formation professionnelle se voit délivrer ce qui s'appelle un certificat de qualification professionnelle au métier de conseiller en formation professionnelle, document qui est attribué à chaque candidat et document qui a valeur nationale puisque dans le cadre d'une éventuelle mobilité géographique ou un souhait de mobilité géographique future, le conseiller en formation professionnelle peut se prévaloir de ce certificat de qualification et le présenter dans une autre académie s'il souhaite exercer dans une autre académie. Dernier point sur cette modalité de recrutement, il s'agit d'un recrutement académique qui est donc mis en place. L'exercice de l'activité est sous la responsabilité et la contractualisation par le rectorat de l'Académie de la Réunion, sous l'autorité hiérarchique du DRAFPIC. L'affectation, comme vous l'avez compris, se fait soit auprès du GRETA, soit auprès du GIP. Et dernier point, sur les modalités du contrat et sur les congés, il faut savoir que le contrat de travail prévoit un nombre de jours de congés à hauteur de 45 jours par an, auxquels viennent s'ajouter des RTT, dans le cadre de la réduction du temps de travail. Il y a une forme d'activité qui permet d'ajouter un certain nombre de jours RTT aux 45 jours de congés que je viens d'évoquer. Voilà. Dernier point, pour clore cette séance d'information, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous acculturer ou en savoir un peu plus sur le métier de conseiller en formation continue ou de conseiller en formation professionnelle. Sachez que sur le bulletin officiel ou sur le site du ministère, vous avez accès à un certain nombre de décrets ou arrêtés sur le métier de conseiller en formation professionnelle ou le métier de conseiller en formation continue et que vous pouvez aller un peu plus dans le détail des éléments
vous permettant de contractualiser et je peux mettre à votre disposition tout un ensemble de décrets et de circulaires vous permettant d'en savoir plus sur ce qu'est un GRETA, sur ce qu'est un GIP, sur ce qu'est le métier de conseiller en formation professionnelle et que si vous allez naviguer sur le site du ministère, je vous invite à le faire en consultant le site eduscol.education.fr. Vous